Saga Egmont présente Sistra, tome 1, de Marine Stengel, lu par Sarah Bourg. La mémoire est la faculté de l'esprit humain qui enregistre, conserve et rappelle les expériences passées, ces instants qui ont marqué notre vie à jamais. Il m'arrive de ne pas vouloir me souvenir. Cali. Prologue. Je me rappellerai toujours l'instant où maman a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Dehors, le ciel d'été teintait les maisons du quartier de nuances sombres, lugubres. Des nuages chargés de pluie menaçaient de noyer la ville. Depuis la fenêtre de ma chambre, l'on discernait des milliers de bâtisses en béton qui s'étendaient à perte de vue dans un silence sépulcral. Seul un immeuble ressortait dans cette mer grise et froide. Une tour en verre bleu, l'unique touche de couleur visible à des kilomètres à la ronde. L'hôpital. Dans la rue, c'était un tout autre spectacle. Emmitouflés dans d'épais manteaux à cause des températures anormalement hivernales, les passants n'échangeaient pas même un simple bonjour. L'air sentait la soupe chaude, la cire à chaussures et la tempête. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais la vivre en personne, la tempête. N'importe quelle mère aurait sauté de joie, heureuse à l'idée de donner naissance à un petit être, synonyme de vie et de nouveaux moments à partager en famille. Pas elle. Elle avait hurlé, de toutes ses forces. Les jambes flageolantes, elle s'était laissée tomber par terre et avait pleuré toutes les larmes de son corps. Du haut de mes 3 ans, je m'étais mise à brailler, à plein poumon, pour éviter que maman se sente seule. Mon père regardait la télévision dans le salon à ce moment-là. Dès qu'il nous entendit, il courut pour tenter de nous apaiser. Le son de ses pas précipités résonnant dans les escaliers m'avait effrayé, surtout quand il avait ouvert la porte de leur chambre à la volée, les yeux écarquillés et une grimace de terreur déformant ses traits. « C'est arrivé ?» avait-il murmuré d'une voix rauque. Maman avait acquiescé et papa avait poussé un juron. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je pleurnichais toujours, recroquevillée dans un coin de la chambre, quand il s'était approché de moi. Il avait essuyé mes larmes avec ses pouces et m'avait gratifié d'un sourire qui avait fait trembler ses lèvres avant de rejoindre maman. J'avais ensuite observé la scène qui se déroulait devant moi en suçant mon pouce déconcerté. « Marie », lui avait murmuré papa avec un ton autoritaire que je ne lui connaissais pas. « Cali est là, contrôle-toi. » Il l'avait entourée de ses bras robustes, lui chuchotant des paroles qui me paraissaient réconfortantes à l'époque, mais cela n'avait pas suffi. Maman s'était débattue et avait crié des mots qu'une petite fille de mon âge ne pouvait pas comprendre. Chacun avait résonné comme un coup de fouet dans mon crâne. Avorté, indésirable, hôpital, combat, entretué, mort. Ma famille allait subir de rudes épreuves. J'étais trop jeune pour réaliser ce qui m'attendait. Avec le recul, je me suis souvent dit que si j'avais été plus âgée à cette époque-là, je me serais sans doute mise à pleurer aussi fort que maman, peut-être davantage. Mes parents restèrent longtemps dans cette position, assis sur le parquet froid de la chambre, serrés l'un contre l'autre. J'avais tenté de les approcher tous les deux. Je m'étais placée au milieu sur leurs genoux, sans être consciente du chagrin qu'ils partageaient et sans me douter une seule seconde que j'étais en partie responsable de leur peine. Parce que j'existais. Je respirais. Tout simplement. « Maman ?» avais-je lâché timidement au bout de plusieurs minutes. Des larmes épaisses baignaient ses yeux et ruisselaient le long de ses joues, s'écoulant sur son menton. Elle s'était agenouillée devant moi et avait pris mes mains dans les siennes, plus grandes et plus pâles. J'avais sursauté. Elles étaient glacées. Maman s'était excusée. « Cali, ma petite Cali, je suis désolée. Je suis trop lâche. » Puis elle avait éclaté en sanglots. Avant ce jour, ma maman était une femme pleine de vie. J'aimais par-dessus tout voir ses yeux sourire en même temps que ses lèvres. Elle était aux petits soins pour moi. Dès que je rentrais de l'école, elle s'intéressait au déroulement de ma journée et me faisait la lecture d'histoires passionnantes. Parfois, nous jouions à la poupée. Elle me laissait la maquiller ou bien elle me montrait comment colorier un dessin sans en dépasser les contours noirs.
C'étaient des instants que je chérissais particulièrement. Puis tout changea. Du jour au lendemain, maman devint triste. Elle commença à passer ses journées prostrée au lit, d'où je l'entendais gémir et laisser échapper sa frustration. Pendant les premiers mois, je crus qu'elle était tombée malade. Son ventre grossissait au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient et cela m'inquiétait. Maman vomissait souvent. Elle était devenue aussi pâle que les murs de la cuisine, fraîchement repeints par papa qui faisait tout pour s'occuper les mains car il était à cran et se sentait impuissant. Nous l'étions tous les deux. Le virus. Voilà comment grand-mère appelait la maladie de maman lorsqu'elle nous rendait visite. Cela mettait papa en colère. Je ne comprenais pas pourquoi. J'en étais venue à détester cette chose qui l'affaiblissait. Et maman aussi haïssait le virus. Un soir, elle prit beaucoup de médicaments blancs qu'elle avala devant moi. Avec un sourire, elle me fit promettre de ne rien dire, à personne. « Je vais essayer d'en finir avec ça », m'avait-elle confié les yeux mouillés de larmes. « On ne sera plus que nous trois, comme avant. » Elle voulait s'en débarrasser sans en parler à papa. Quelque part, au fond de moi, je savais que ce n'était pas une bonne idée et que pour la première fois, ce n'était pas moi qui commettais une bêtise. Lorsque ce dernier rentra du travail, le silence régnait dans la maison. Il sentit tout de suite que quelque chose d'anormal s'était passé. Il nous rejoignit toutes les deux d'un air soucieux et nous bombarda de questions. Quand maman finit par tout avouer, papa fit une drôle de tête. Il l'aida à regagner leur chambre avant de quitter la maison d'un pas brusque. J'attendis à la fenêtre jusqu'à ce qu'il revienne au bout de longues minutes, accompagné d'un monsieur beaucoup plus âgé que lui. Celui-ci portait un chapeau de la même couleur que sa barbe grise et une valise noire presque aussi grande que moi. Son regard, agrandi par les lunettes à double foyer, m'avait effrayée. Je ne voulais pas qu'il approche maman. Il s'était présenté comme le médecin du quartier, un nouveau mot que j'ajoutais à mon vocabulaire. J'ignorais alors que je l'utiliserais beaucoup par la suite. « Je vais aider ta mère », m'avait-il promis. « Où est-elle » Voyant que je commençais à faire la moue, papa me prit dans ses bras avant d'indiquer au monsieur où se trouvait leur chambre. Il m'assit ensuite dans le salon, devant la télévision, me laissant la chaîne de dessins animés pour moi seule. « Maman ?» avais-je demandé. « Elle ira mieux », avait promis papa. « Beaucoup mieux. Le monsieur va s'en occuper. » J'avais choisi de le croire. Mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que le médecin avait menti. Il ne l'avait pas aidé. Et maman n'avait pas réussi à éliminer le virus. Suite à ce jour-là, elle a été placée sous étroite surveillance. Des hommes et des femmes habillés en blanc se présentaient chez nous quotidiennement. Maman resta de nombreuses semaines dans son lit. Grand-mère ne venait plus nous voir. Les voisins qui passaient de temps en temps afin de prendre de ses nouvelles n'étaient plus autorisés à franchir la porte d'entrée. Papa lui amenait des plateaux repas dans la chambre qu'elle quittait rarement. Et moi, je dessinais en silence par terre, toujours près d'elle. Sauf lorsque ces gens en blanc se montraient à la maison. Là, je devais sortir de la pièce le temps de plusieurs heures avant de pouvoir revoir maman. Le médecin revint plusieurs fois au cours des mois, parfois simplement pour lui parler. Dans ces moments-là, il m'arrivait de rester dans l'embrasure de la porte de sa chambre jusqu'à ce que celle-ci ne se referme sur moi. Je regardais maman jusqu'au dernier moment, tandis qu'elle fixait le plafond les yeux vides, dénués d'émotion. C'étaient des pages sombres de mon existence, des instants que j'aurais préféré oublier. Mais la mémoire est un outil formidable, ineffaçable. Partie 1. Majorité. 1. Cali. Les premières années vécues avec papa et maman furent les plus heureuses. Puis maman est tombée enceinte. S'ensuivirent les cris, les pleurs, les messes basses dès que je rentrais dans une pièce, le front soucieux de grand-mère lorsqu'elle croisait mon regard quand je lui rendais visite. J'ai même cessé d'aller à l'école dès que les gens en blanc arrivèrent. Au début, j'avais cru au virus, à la maladie. Je pensais être la suivante. Nous étions tous atteints, voilà pourquoi il nous surveillait. Mais le médecin, qui était revenu à la maison en compagnie d'une femme vêtue d'une blouse, avait insisté pour que l'on m'explique la situation. Il s'était assis à côté de moi dans la salle à manger, tandis que la dame montait dans les étages pour voir comment allait maman. « Cali,
tu vas avoir une petite sœur, m'avait-il dit d'un ton enjoué. C'était le 7e mois depuis l'apparition du virus. J'étais étonnée. Une sœur ? C'est quoi, une sœur ? Je tentais de me représenter ce que voulait dire ce mot. Pourquoi le médecin semblait-il heureux par son arrivée alors que mes parents ne l'étaient pas ? De plus, je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un, d'un voisin, d'une amie de la famille ou même de grand-mère, possédant une sœur. Je jugeais à ce moment-là que je n'en avais pas besoin, je n'en voulais pas, ce que la Cali de 3 ans fit savoir au médecin. Je suis certain que tu apprécieras ta petite sœur. Une nouvelle opportunité s'offre à ta famille. Ton papa et ta maman vont avoir plusieurs décisions à prendre très prochainement. Et toi, tu peux les aider à choisir. Décision ? Ce médecin parlait avec des mots beaucoup trop compliqués pour moi. Oui, Cali, ils devront choisir l'élu. Qui de vous deux devra s'éteindre et laquelle devra rester dans la lumière ? S'ils n'y arrivent pas, alors nous prendrons les choses en main. Cela m'avait laissé perplexe. Comment pouvait-on éteindre une personne ? Cela marchait-il comme avec la lampe de chevet de ma chambre ? Il suffisait d'appuyer sur un bouton ? Quelques années plus tard, je compris. L'une de nous devrait disparaître, à jamais. Septembre 2113. Le jour de mes 21 ans approchait dangereusement. Depuis quelque temps, je comptais les semaines qui me séparaient de mon anniversaire. J'allais bientôt devenir majeure et je serais appelée. Certains adolescents attendaient ce moment avec enthousiasme, voire avec impatience. D'autres avec un calme et une sérénité qui me sidéraient, car l'émotion que je ressentais le plus, personnellement, était la crainte. J'allais la revoir, elle, et je n'en avais aucune envie. Nous étions curieusement nés le même jour, bien que 4 années nous séparent. En décembre, ce serait notre 16e rencontre officielle. Un face-à-face que j'appréhendais à chaque fois que je me rendais en territoire neutre, mais cette confrontation était nécessaire. Nous devions savoir à qui et à quoi nous aurions affaire le jour où nous... La sonnerie annonçant la fin de la pause me tira de ma rêverie. Le brouhaha des conversations m'enveloppa immédiatement. De petits groupes d'élèves d'âges différents s'étaient formés tout autour de moi sans que je ne m'en rende compte. Réprimant une grimace de déception, lorsque je levai mon regard vers l'horloge du couloir qui affichait à peine 11 heures, je quittai mon casier où je m'étais appuyée et refermai mon bouquin que je coinçai dans mon sac à dos entre plusieurs cahiers et feuilles volantes. Les allées étaient des tourbillons sonores, grands éclats de rire, cris, conversations animées et disputes. J'avais du mal à me frayer un chemin parmi les groupes de filles et de garçons qui discutaient et prenaient leur temps avant le prochain examen. « Cali ! Oh, Cali !» Malgré tout ce bruit, j'entendis clairement la voix d'Andrew Morel. Je me retournai tandis qu'il courait vers moi, un sandwich à moitié entamé à la main et un cahier dans l'autre. Je lui souris. Andrew était mon meilleur ami. Rencontré le jour de mes 13 ans, nous étions devenus très proches. À l'époque, j'étais timide et m'étais retranchée dans un coin reculé de tous. Andrew avait été le premier à me tendre la main. Avant de faire sa connaissance, je ne m'étais jamais liée d'amitié au cours de ces longues années d'internat. Il m'avait approchée car lui aussi s'était senti seul ce jour-là. Un léger sourire étirait à présent la commissure de ses lèvres. « Tu rêvasses encore, ma parole !» s'exclama-t-il afin de se faire entendre parmi la foule. « Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne t'es pas retourné. Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'optai pour un demi-mensonge. « Je suis fatiguée. » Andrew me fixa de ses yeux bleus avec attention. Je n'avais pas envie de lui révéler la vraie raison qui se cachait derrière mon absence de réponse, que la date approchait et que je craignais la revoir. Elle. Personne ne parlait jamais de l'appel, cela nous était formellement interdit. Contrairement à moi, Andrew n'avait pas de sœur, mais un frère, plus âgé que lui, qui appartenait à un autre établissement. Andrew, comme moi-même, était coincé au sein de l'Institut E. Pourtant, ni lui ni moi ne savions la date anniversaire de l'autre, un point presque tabou. « Je comprends », fit-il tout en mordant dans son sandwich. Ces derniers examens ont été de véritables cauchemars. J'appréciais le changement de sujet, aussi acquiesçai-je lentement. « Oui, très. »« Il t'en reste encore un ?» demanda-t-il par curiosité, la bouche pleine.
Non, 2, grognai-je. Histoire et anatomie. Et toi? Andrew passa sa main dans ses cheveux blonds cendrés d'un air décontracté. Plus que chimie, mais l'épreuve va durer 5 heures. Je hochai la tête, feignant une grimace compatissante tandis qu'Andrew continuait de parler des examens. D'habitude, cela ne me dérangeait pas, mais mon anniversaire approchait et me concentrer sur des tâches simples comme discuter, manger ou même étudier devenait bien trop difficile. La sonnerie retentit une 2e fois. Je me raidis à l'instant. Nous n'avions plus qu'1 minute pour rejoindre nos salles d'examen respectives, faute de quoi Andrew et moi serions recalés d'office. Nous échangeâmes tous les deux un regard alarmé. « À tout à l'heure !» nous nous écriâmes mutuellement. Chacun fila dans la direction opposée. Quelques retardataires se mirent à courir au même moment, plus que 50 secondes. Le premier examen se déroulait à l'autre bout du couloir qui se vidait à grande vitesse. J'avais de la chance. Certains étudiants devaient descendre plusieurs étages pour rejoindre leur salle de cours. Je poussai quelques élèves en jouant des coudes. Des grognements s'élevèrent sur mon passage, mais je n'avais pas le temps de m'excuser. Je me faufilai entre une fille et un garçon qui se saluaient une dernière fois, tandis que la porte de ma salle se refermait sur elle-même. J'attrapai la poignée de la porte d'une main ferme et la tournai brusquement, menaçant de la déboîter, puis je jetai un rapide coup d'œil autour de moi tout en me faufilant à l'intérieur. L'espace qui me séparait de mon pupitre diminuait considérablement. Tous les élèves étaient déjà en place. Je m'assis à mon tour, soulagé d'avoir échappé au recalage, quand une 3e sonnerie plus aiguë que les 2 précédentes, annonçant le début des examens, sonna dans tout l'Institut E. 3 étudiants, 2 filles et un garçon d'à peu près 14 ans qui n'étaient pas encore entrés dans la salle de cours, essayèrent de se frayer un chemin comme moi quelques secondes plus tôt, mais il était trop tard. « Monsieur, mesdemoiselles », prononça une voix sifflante, « je vous prie de faire demi-tour. La 3e sonnerie ayant retenti avant votre arrivée, vous êtes recalés d'office. Nous vous reverrons au rattrapage. » Notre professeur d'histoire, M. Durand, leur claqua la porte au nez sans aucune compassion. La plupart des élèves déjà assis baissèrent le regard, désolés pour leurs camarades. Personne n'osa prononcer le moindre mot pour les défendre. Cet homme effrayait tout le monde, moi la première. Monsieur Durand, la 60aine bien entamée, possédait une énergie déstabilisante bien qu'il ne soit pas imposant physiquement. Quant à ses cheveux et ses yeux, d'un gris terne, il mettait en valeur les plis d'amertume de son visage qui suffisaient à faire reculer les plus braves d'entre nous. Je baissai la tête lorsqu'il s'arrêta devant mon pupitre pour me donner mon sujet d'examen et quelques copies blanches. « Il en était moins une, mademoiselle Royer », grommela-t-il en guise d'avertissement. « Tâchez d'arriver plus tôt la prochaine fois. »« Oui, monsieur », lâchai-je d'une toute petite voix. Afin d'éviter les ennuis, mieux valait pour moi de faire profil bas. J'attendis qu'il s'éloigne avant de jeter un coup d'œil aux nombreuses questions imprimées sur mon examen. Après une rapide analyse, je sortis un stylo de mon sac à dos et écrivis mon nom, ainsi que mon prénom sur la feuille. On me demandait aussi de préciser ma durée d'internat. Je n'avais pas besoin de réfléchir, je comptais les jours. Cela faisait bientôt 16 ans, 5730 jours que j'avais été acceptée à l'Institut E, bien qu'accepter soit un bien grand mot. Cela n'avait pas été un choix délibéré, cela n'avait été le choix de personne. Au E, nous étions plusieurs centaines d'étudiants enfermés entre ces murs, à suivre des cours théoriques en attendant d'être appelés le jour de notre majorité ou de celle de notre sistra. Les plus jeunes, ceux qui avaient moins de 10 ans, étaient rassemblés dans une zone à part que nous appelions la crèche. Ils disposaient d'un enseignement ludique et adapté pour leur âge. J'avais été l'une des leurs, jadis. Dans tous les cas, nous avions tous 2 choses en commun, petits et grands. Nous étions tous français et nous possédions un membre de notre famille à l'Institut F. Le temps de quelques secondes, je me surpris à observer chacun de mes camarades. Les plus âgés semblaient s'appliquer et prenaient cet examen très au sérieux. Les plus jeunes agissaient avec une insouciance qui me perturbait, même si je savais que ce n'était pas de leur faute. Ces élèves étaient conditionnés à oublier leur vie d'avant et ce depuis le premier jour. Ils ne possédaient plus aucun souvenir antérieur à leur entrée ici.
Les visages de leurs parents, la façon dont ils étaient arrivés à l'Institut E et qui les y avait amenés n'avaient plus d'importance à leurs yeux. Moi, je n'oublierai jamais ce jour-là. Je me rappelais encore le visage autoritaire de la femme rousse qui était venue au domicile familial alors que l'on s'apprêtait à passer à table. C'est moi qui lui avais ouvert la porte. Elle était habillée en tailleur strict et portait un sac à main noir. Je me souviens avoir fixé le grain de beauté qu'elle avait sur le nez, puis ses ongles rouges et acérés. Je n'en avais jamais vu d'aussi long. Mon père l'avait fait entrer avec un regard soucieux. J'avais très faim ce jour-là. Je trépignais d'impatience, louchant de temps en temps sur le pain chaud et le peu de fromage que l'on avait réussi à se procurer, mais mes parents avaient accueilli et choisi d'écouter cette femme. Elle avait parlé pendant plus d'1 heure, et j'étais tombée des nues lorsque j'avais compris la raison de sa présence. Cette inconnue cherchait à les convaincre de nous abandonner le jour même. Elle avait pris un air important et s'était assise sur le fauteuil que l'on réservait d'ordinaire à grand-mère. Mes parents, eux, n'avaient pas osé l'approcher de trop près, et ils avaient pris place l'un à côté de l'autre sur le canapé d'en face. On aurait dit le jour et la nuit. Maman était très pâle, avec ses cheveux blonds dorés tirés en arrière et ses beaux yeux verts. Papa était brun avec des yeux marrons. Il avait un visage carré et une mâchoire robuste. Ils avaient bu les paroles de cette étrangère qui voulait nous emmener, elle et moi. En échange, nous recevrions une éducation, une protection sociale et la promesse d'un avenir meilleur pour celle qui l'emporterait sur l'autre. Cette femme avait aussi prononcé un discours très convaincant sur les lois et les obligations de tout citoyen français. Elle avait parlé du médecin, des forces de l'ordre et d'une conversation en particulier, mais je ne les écoutais déjà plus. J'avais compris que l'on m'envoyait quelque part, aussi avais-je demandé plus de précisions à ce sujet. Mes parents s'étaient empressés de me rassurer. « Tu viendras avec moi dans un endroit qui s'appelle l'Institut E », m'avait annoncé la femme rousse. Je l'avais ignoré, ce qu'elle avait à me dire ne m'intéressait pas. En revanche, je m'étais tournée vers mes parents. Ils avaient sûrement une explication à me donner, forcément, mais ils n'en donnèrent aucune. « Tu t'y plairas, ma chérie », avait promis papa. « Nous viendrons te voir de temps en temps », avait renchéri maman les yeux larmoyants. « Et tu dis bien, ne reste pas dans ton coin et fais-toi des amis. » Avant même que je ne puisse protester, un homme habillé en noir qui attendait la femme rousse dehors portait mes bagages et je franchissais la porte de la maison. Un deuxième inconnu l'avait prise, elle, dans ses bras. Les adieux avaient été si brefs que je pensais les revoir dans l'après-midi ou le lendemain. J'avais été si naïve. Cela faisait 16 ans. 16 ans que je ne les avais pas revus. L'attente devenait bien trop longue, mais je savais qu'il y avait une solution. Une seule. Il suffisait que je sois appelée et que je... Ma vision se troubla. Et les visages de mes parents furent remplacés par des images de mon premier entretien à l'Institut E. En l'espace de quelques secondes, je n'étais plus assise dans ma salle de cours, mais dans le bureau du psychologue de l'Institut. Il m'avait dit ce qu'il fallait faire, lui. « Cali Royer », avait-il lu sur un calepin noir, « notre dernière recrue, c'est bien cela ?» Il m'avait souri en dévoilant des dents jaunâtres, ce qui m'avait fait reculer contre le dossier de ma chaise. Oui, monsieur. Mon ton discipliné avait paru le satisfaire. Cet homme que je rencontrais pour la première fois m'avait fait froid dans le dos. Son regard s'était de nouveau posé sur son calepin avant de revenir sur moi. Tu vas devoir apprendre quelques bases avant d'assister aux cours avec les autres enfants de ton âge. Je suppose que tes parents ne t'ont rien dit sur la loi Sistra ni sur l'histoire de notre monde. Est-ce que tu sais lire, Cali ? Oui, monsieur. Bien, dans ce cas... Il m'avait tendu une feuille et ordonné de la lire à voix haute. La signification de quelques mots m'avait échappé à ce moment-là, mais maintenant je connaissais le contenu de ce papier par cœur. Date historique à retenir. 2038. La densité de la population mondiale a explosé. Cela a été une réaction en chaîne et les conséquences ont été néfastes. Pollution, changement climatique, pénurie d'eau, extinction de la grande majorité des espèces animalières ainsi que la diminution constante des ressources de la planète.
2052. L'espérance de vie a dangereusement chuté. Le taux de pauvreté a grimpé, provoquant des impacts sur l'économie et la politique. Les frontières de chaque continent ont été fermées et les personnes ayant émigré avant 2052 ont été rappelées à leur pays natal. 2064. Un nouveau gouvernement a été nommé au pouvoir dans chaque pays. Suite au sommet mondial A, rebaptisé ultérieurement Surplus, chaque puissance a établi des règles strictes, ce qui a conduit à l'apparition de la loi Sistra. Puis, juste en dessous, il y avait des lois, celles imposées par l'Europe suite à la fermeture des frontières telles qu'elles avaient été écrites par le gouvernement. Restriction démographique obligatoire, mise en place de la politique de l'enfant unique. Règle 1. Pour le bien de tous, chaque couple ne doit enfanter qu'une fois. Cette règle prendra effet à ce jour. Règle 2. En cas de non-respect de la première règle, les naissances multiples n'étant pas une exception, le gouvernement établira des mesures afin de supprimer définitivement l'élément le plus faible. Seul l'enfant dominant doit subsister. Règle 3. Les familles ayant donné naissance devront subir un contrôle médical régulier. Règle 4. Les familles ne possédant aucun enfant seront avantagées en tout point et recevront une prime de plus en plus conséquente au fil des ans. Règle 5. Les parents qui cacheront leurs enfants ou useront de stratagèmes pour échapper aux contrôles médicaux seront sévèrement punis. Leur progéniture sera directement éliminée et il leur sera interdit de procréer une nouvelle fois. Une fois ma lecture terminée, le psychologue m'avait ordonné de recopier le contenu de ce papier à la main afin que je retienne toutes les informations à la virgule près. Il m'avait également sommé de transmettre ma copie à l'un de mes enseignants. Lorsque je me trompais, ne serait-ce que sur la ponctuation, je devais tout recommencer et réciter les lois à voix haute devant toute la classe. Je me rappelais de mon premier oral. Cela avait été le premier mauvais souvenir d'une longue liste enrichie au fil des ans. Je secouai la tête et décidai de me concentrer sur mon examen. Je n'avais qu'1 heure et demie en tout et il me fallait répondre à toutes les questions pour avoir ne serait-ce que la moyenne. Si j'échouais, je serais sévèrement punie et subirais un nouveau conditionnement beaucoup plus poussé. Jetant un coup d'œil à mes feuilles, je me rendis compte que la première était plutôt facile et les suivantes l'étaient également. Lorsque la fin de l'heure sonna, je me levai, rendis mes copies à Monsieur Durand en vitesse et me dirigeai à mon examen d'anatomie qui avait lieu juste en face. 1 heure et demie plus tard, à 16 heures précises, je pus souffler. Je venais de terminer une journée de plus à l'Institut E. Le sujet d'anatomie avait été particulièrement éprouvant. J'avais dû dessiner les entrailles d'une jeune adolescente, désigner les organes à viser pour tuer une personne du premier coup, puis décrire en détail une scène de torture réaliste. Voilà ce que l'on nous enseignait ici, au E. Je savais tout sur la façon théorique de démembrer un corps, de fabriquer un poison ou bien une arme mortelle avec quelques morceaux de métal. En revanche, nous avions interdiction d'entraîner notre condition physique ou de participer à un combat. Seules certaines émissions télévisuelles violentes nous étaient permises le week-end, juste du virtuel. Pour compenser, l'Institut F, celui qui formait nos opposants, nos Sistra, ne dispensait aucune connaissance théorique à ses élèves. Chez eux, tout était pratique. Dès le plus jeune âge, ils étaient capables de vous arracher les cordes vocales à main nue. Leurs muscles étaient habitués à l'effort physique et ils savaient aussi à quoi ressemblait l'intérieur d'un corps humain sans avoir lu aucun livre car cela leur était interdit. Cette simple pensée m'arracha un frisson. Pendant près de 16 ans, j'avais grandi avec une menace constante au-dessus de ma tête, redoutant l'approche de notre appel. Kaya m'arracherait-elle les cordes vocales ou me réserverait-elle une fin plus douce ? Soudain, à proximité de mon casier, je me rendis compte que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Quelques pas plus loin, des étudiants avaient formé un cercle au beau milieu du couloir. Des professeurs étaient présents et s'étaient unis à leurs élèves. Le bruit de leur voix augmentait petit à petit. La rumeur était croissante, tout comme le nombre de personnes. Cela m'intrigua. Et ce d'autant plus lorsque j'aperçus Andrew qui gesticulait de l'autre côté du cercle pour que je le remarque. Je me frayai un chemin jusqu'à lui.
À mon arrivée, il posa sa main droite contre le bas de mon dos, afin que je puisse me faufiler parmi la foule afin d'être aux premières loges. Je n'eus pas le temps de lui faire remarquer son geste, mon attention se focalisait déjà sur ce qui se passait au centre du cercle improvisé. 2 jeunes, un garçon et une fille, se tenaient là, debout, devant tout le monde. La petite était mignonne comme tout, avec de beaux cheveux blonds attachés en une tresse et de grands yeux bleus aux longs cils qui lançaient des appels au secours. Elle semblait terrifiée, complètement perdue, du haut de ses 7 ans tout au plus, avec ses joues constellées de taches de rousseur, ses lèvres aussi roses que son pull. Son voisin, en revanche, approchait la majorité et débordait d'assurance. Il avait tout de l'adolescent rebelle et mystérieux qui ne prend rien au sérieux, avec une sombre queue de cheval. Un sourire insolent lui barrait le visage et faisait ressortir ses fossettes. Il était habillé avec un uniforme différent du nôtre qui ne passait pas inaperçu. Je le reconnus immédiatement. C'était celui de l'Institut F. Que fait-il ici ? Je comprenais pourquoi tous les regards étaient rivés sur eux. Ils étaient nouveaux. Le jeune homme pouvait même être dangereux. Toute une attraction pendant les prochains jours. J'entendais déjà dans ma tête les incessantes questions qui leur seraient posées, et la plus importante d'entre elles, « As-tu une sœur ou un frère ?» Chapitre 2. Kaya. Mon premier souvenir était un visage. Pas celui de ma mère, ni celui de mon père. C'était le visage de ma grande sœur, derrière une vitre blindée. Aujourd'hui, je pense que je serais incapable de me rappeler mes parents. Même si j'avais passé 12 mois en leur compagnie, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Je ne connaissais ni leur voix, ni leur odeur. Je ne possédais rien leur appartenant. Rien. Et par-dessus tout, ils n'étaient jamais venus me voir. Certains enfants mentionnaient leurs souvenirs. Ils gardaient en mémoire des images de leur famille, de leur vie d'avant. Une fille m'avait assuré se rappeler de couleurs et de sensations alors qu'elle n'avait qu'1 an, le même âge que moi lorsqu'il l'avait amenée au F. À 10 ans, quand j'avais demandé au médecin de l'institut pourquoi je ne parvenais pas à me les rappeler, il m'avait parlé d'amnésie infantile, un phénomène courant et mystérieux. Il avait tenté de me rassurer avec des mots gentils. Je n'avais pas compris tout de suite pourquoi il me traitait comme tout le monde. Je n'étais pas comme les autres enfants. Certains pleuraient dans les dortoirs la nuit. Ils appelaient leurs parents, gémissaient dans leur sommeil et voulaient rentrer chez eux, à la maison. Pas moi. Je n'étais pas comme les autres enfants. Dès que j'essayais de me lier d'amitié avec quelqu'un, il finissait par me parler de sa famille, de ses proches, de ses souvenirs, choses que je ne possédais pas. Personne ne comprenait mes réactions désintéressées, mes mots dénués de sentiments. La grande majorité me laissa tomber. Je n'étais pas comme les autres enfants. Je m'étais construite sans l'aide de personne. Je n'avais pas besoin d'amis. J'étais telle que j'étais. Et au fil des mois, je remontais dans le classement de l'Institut F. Les seuls contacts physiques que j'avais avec les autres étudiants se limitaient aux cours de combat. J'avais fini par conclure que mes parents ne m'avaient jamais aimée, parce que je n'étais pas comme les autres enfants. Elle hurlait de douleur. Cela me vrillait les tympans. Je m'efforçais de ne pas la lâcher car je détestais les cris. Chochotte, pensais-je avec amertume. Je vais te donner de vraies raisons de hurler. Le combat durait depuis trop longtemps, je devais y mettre fin. Pour ce faire, j'imaginais le visage de ma sœur, son regard bleu-gris aux longs cils recourbés, ses cheveux clairs aux reflets dorés parfaitement ondulés, son teint pâle et ses joues aux pommettes saillantes, ses lèvres roses, ses mains délicates, son corps aux formes généreuses. On ne se ressemblait pas du tout. Cela eut l'effet escompté. J'empoignai mon adversaire par le bras, sans douceur. Un gémissement rauque lui échappa tandis qu'elle essayait désespérément de se libérer de mon emprise. Elle voulut me faucher par terre dans une tentative assez maladroite. Seulement, je resserrai le tout avec une force qu'elle ne possédait pas, puis évitai son attaque ridicule. Un craquement sonore parvint à mes oreilles. C'en était fini pour elle. Je venais de lui fracturer l'avant-bras droit. J'avais remporté le combat. Natacha cessa de se débattre et devint livide, aussi pâle que les murs de la salle d'entraînement souvent tachés de sang. « Bravo, Kaya !
lança Madame Renard qui avait vaguement observé notre échange. Encore une victoire? Elle me gratifia d'un sourire satisfait que je lui rendis. Cela dégoûta Natacha qui me jeta un regard noir et larmoyant. Nous ne sommes quand même pas des machines, Kaya, grimaça-t-elle, essayant d'ignorer la douleur qui l'envahissait. Comment je ferais pour combattre si on m'appelait? Est-ce que tu t'es posé la question avant de me péter le bras? L'objectif d'un combat est de remporter la victoire, lâchai-je indifférente à son sort. Tout le monde est appelé. Tout le monde savait que j'allais gagner, mais tu as insisté et tenté de prendre le dessus, ce qui était une erreur de ta part. De grosses gouttes de sueur coulaient de son front. Natacha grogna et tituba. Son corps était en train de refroidir. La douleur allait être atroce. Est-ce que tu es humaine au moins? Ses yeux lançaient des éclairs. J'avais envie de lui répondre qu'il n'y avait plus rien d'humain en moi. Les adultes s'en étaient assurés. Mais cela ne servirait à rien. La séance d'aujourd'hui ne différait en rien des précédentes et sa détresse n'avait aucun effet sur moi. Tu ne peux pas m'en vouloir, assénai-je, haussant les épaules. Je n'ai fait que ce qu'on attend de moi. Natacha s'apprêtait à répliquer, mais elle tourna les talons, agrippant son bras en direction de l'infirmerie. J'essuyai mon visage avec le bas de mon débardeur noir et lançai un signe interrogateur à Madame Renard, qui secoua la tête en signe de dénégation. Elle semblait aussi déçue que moi. « Tu n'as plus aucun opposant, » m'annonça-t-elle. « Tu as ta soirée de libre, profites-en. » Quelques heures rien que pour moi. Cela ne m'était pas arrivé depuis 1 an. D'habitude, j'aurais protesté et demandé un nouvel adversaire dans la seconde. Il fallait que je m'entraîne, toujours plus dur, toujours plus fort. Mais la date de notre anniversaire approchant, j'accueillis volontiers la proposition. J'avais besoin de prendre du repos. Dès que je sortis de la salle, je sentis une présence derrière moi. Quelque chose siffla dans l'air. J'eus tout juste le temps de me décaler sur ma droite pour éviter le projectile. Un poignard à la lame métallique se planta dans le mur à quelques centimètres de mon oreille gauche. « Bien joué, Kaya !» s'exclama Joey, un garçon de 15 ans qui se considérait comme le comique de service. « J'ai croisé Natacha, tu l'as bien handicapée. Si elle se gourde demain, ça va me permettre de remonter dans le classement. Je te dois une fière chandelle. » Il m'adressa un signe de la main, récupéra sa lame et entra dans la salle que je venais de quitter. Je ne dis rien et m'éloignai. Ces attaques étaient monnaie courante à l'Institut F entre les meilleurs élèves du palmarès. Cela en amusait certains, en terrifiait d'autres. Rentrer dans le top 10 des meilleurs élèves suffisait à se faire respecter et à éviter les châtiments corporels de la main de nos enseignants. Le système de l'Institut F était unique au monde. Les professeurs, la plupart d'anciens soldats d'élite, répertoriaient chacun de nos mouvements. Remporter un combat nous permettait de gagner 2 points. Courir 1 heure le matin, 1 point. Assister aux entraînements quotidiens, 1 point. En une journée, nous pouvions récolter un maximum de 4 points. Depuis mon arrivée, j'en possédais plus de 23 000 au compteur. À bientôt 17 ans, j'étais en 2e position. Natacha, qui était plus âgée que moi, était censée être la 3e, mais son côté bagarreur l'avait poussée à me défier et la conduirait à céder sa place à Joey si elle perdait aussi le combat de demain. La personne qui occupait le haut du classement était Neil Morel. Grand, fort, intelligent et habile avec n'importe quelle arme, c'était l'élève idéal. Il était indétrônable depuis 4 ans et je le détestais pour cela. Je m'arrêtai. Je venais d'atteindre le bout du couloir et la porte blindée qui séparait les salles de cours des dortoirs. Une petite ouverture dans cette dernière, protégée par une vitre, me renvoya mon reflet. Je constatai avec satisfaction que mon teint hâlé n'avait pas rosi par l'effort. Je devenais de plus en plus forte, cela se voyait à mon corps. J'étais considérée comme une adolescente de taille moyenne, mince mais musclée juste ce qu'il fallait. Je pouvais me faufiler dans des recoins étroits et courir sur de longues distances. Je supportais les coups donnés par des hommes bien plus forts et grands que moi, et je pouvais passer plusieurs jours sans manger ni boire. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Je frappai 2 fois.
Un gardien m'ouvrit et recula d'un pas. Je le dépassai sans lui adresser un mot. Je n'avais pas besoin de décliner mon identité ni la raison de ma présence en ces lieux. Ils me connaissaient. Ils me connaissaient tous au F. Les étages supérieurs du complexe abritaient des laboratoires, des salles de musculation, des arènes de combat. Nous y développions nos capacités physiques, notre force mentale, et nous étions surveillés par toute une équipe de médecins qui nous faisait subir des tests une fois par mois. La cafétéria se trouvait un niveau en dessous, derrière 2 portes noires. Elle était sous l'étroite vigilance de 30 gardiens, hommes et femmes confondus. C'était la plus grande pièce de l'Institut F. Elle se devait d'héberger tous les élèves en cas de besoin, l'endroit préféré des étudiants. Le seul espace où on pouvait être nous-mêmes le temps d'un maigre repas, oubliant toutes nos préoccupations ou la plupart. Les étages inférieurs étaient réservés aux parties communes et aux dortoirs. Je descendis un escalier sombre, traversai une allée aux nombreux graffitis, pris un couloir sur ma gauche et m'arrêtai devant une 2e porte. Ici aussi, il y avait un gardien, armé. Ils étaient postés dans tous les coins. Je frappai. L'homme observa mon visage, me salua d'un signe de la tête et m'ouvrit. Avant que je ne disparaisse de l'autre côté, il demanda. « Comment s'en est sortie Natacha ?»« Avant-bras cassé. » répondis-je platement. Il laissa échapper un petit rire. « Tu peux y aller. » Mes bottes ne firent quasiment pas de bruit sur le sol en béton quand je traversai le couloir aux nombreuses portes. Ce soir-là, quelques étudiants étaient rentrés avant la fin des cours. Ici, garçons et filles dormaient ensemble, parfois dans une même chambre. Sauf moi, je dormais seule et avais mon propre espace, ce qui était considéré comme un luxe. L'air sentait la pluie, ici-bas. Une odeur de pierre mouillée, de terre retournée envahissait le couloir. Il allait faire froid et humide ce soir, plus qu'hier. Quelque chose attira mon attention. La chambre numéro 15 était bondée de monde, certains étudiants trépignaient d'impatience à l'extérieur, échangeant de nombreux chuchotements. Cela m'étonna. Ici, on ne murmurait que pour une raison, ne pas se faire entendre par les gardiens. Ce qui les occupait devait être interdit ou dangereux. Je m'arrêtai quelques secondes pour écouter ce qui se tramait. « Vos gueules, les gens !» grogna Ilona à l'intérieur de la pièce, la propriétaire des lieux. « Ils vont nous choper !» « T'inquiète pas !» contra une voix masculine. « Le gardien ne s'intéresse pas à nous et personne ne va cafeter. Allez, ouvre-le !»« Oui, ouvre-le !» scandèrent plusieurs élèves en même temps. Un garçon que je ne connaissais pas et qui attendait à l'extérieur comme tout le monde me fit signe d'avancer. Apparemment, lui savait qui j'étais. Il se poussa de quelques centimètres et me laissa regarder par l'embrasure. Dedans, il y avait 10 personnes, entassées les unes sur les autres sur 2 lits, celui d'Ilona et celui de sa camarade de chambre qui semblait euphorique. Ilona, 32e du classement, se tenait au centre de la pièce. La jeune femme paraissait inquiète. Elle observait ce qui se trouvait sur ses genoux. Je devinais de quoi il s'agissait à la seconde où je posais mes yeux dessus. J'en avais déjà vu dans le cabinet du médecin. Quelques professeurs en possédaient aussi. L'objet était rectangulaire, lourd, rempli de connaissances interdites. Un livre. J'étouffai une exclamation de surprise. Le garçon à côté de moi sourit. « Allez, Ilona, bouge-toi. Si on reste tous collés à ta porte, ça va commencer à paraître suspect. » la pressa une fille assise juste à côté d'elle. Tous les visages étaient tournés vers la concernée. Cette dernière posa une main sur le dos du livre. Tout le monde retint son souffle, moi la première. Si elle se décidait à l'ouvrir, nous serions tous complices. Certains avaient été envoyés dans les arènes pour moins que cela. J'avais encore le temps de déguerpir. Si jamais ils étaient pris, je pourrais tout nier, mais ma curiosité l'emporta sur tout. Je restai là, au beau milieu de gens que je ne connaissais pas, chacun éprouvant le même besoin que moi, le besoin de savoir. Ilona finit par l'ouvrir d'une main tremblante. La première page était blanche, ainsi que la deuxième. La troisième possédait un dessin, mais les pages suivantes étaient remplies d'une écriture fine et noire. « Lis, Ilona !» chuchota quelqu'un sur ma droite. « T'es drôle, toi !» balança la concernée avec colère. « Comment tu veux que je décode ça? Je ne sais pas lire. »« Passe-le-moi. » Un jeune homme au nom de Rob, me semblait-il, lui prit le livre des mains et l'ouvrit sur une page au hasard.
Cela suscita de nombreuses réactions, mais apparemment, il était le seul à pouvoir déchiffrer ne serait-ce que quelques lettres de l'alphabet. « Alors, il y est écrit quoi ?» interrogea Ilona au bout d'une minute. Rob fit mine de se concentrer. « Aragorn, prononça-t-il lentement. « Aragorn ? Aragorn ?» répéta un garçon interloqué. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un en a déjà entendu parler ?» Plusieurs élèves secouèrent la tête en même temps. « Continue, » chuchota la colocataire d'Ilona. « Qu'est-ce que ça dit d'autre ?»« Elfe, lut Rob. Legolas. »« Elfe ? Legolas ?» Ilona semblait déçue, comme tous les présents. « Nous avons volé un livre qui ne sert strictement à rien, se lamenta-t-elle. « La prochaine fois, j'en choisirai un, » dit un jeune homme aux cheveux roux sûr de lui. « Sur ce, je me casse, les enfants. » Petit à petit, la pièce se vida. Je la quittai aussi. Je ne devais pas m'attarder au cas où le gardien déciderait d'effectuer sa ronde plus tôt que d'habitude. À présent, je passais devant plusieurs chambres. Les occupants qui ignoraient la présence du livre s'amusaient de trop. Les rires et les rixes me parvenaient tandis que je regagnais ma pièce, celle marquée du chiffre 8. Je refermai la porte sur moi. De toute façon, à 23 heures tapantes, le gardien les fermerait toutes. Une fois qu'il les bouclait pour la nuit, plus personne n'avait le droit de les rouvrir. Je lui facilitais la tâche. Je ne me donnais même pas la peine d'allumer la modeste ampoule qui pendait du plafond. Je connaissais ma chambre par cœur. Elle n'était constituée d'aucune fenêtre, de 4 murs et faisait 8 mètres carrés. Je possédais un lit, une commode et c'était tout. Je n'avais pas besoin de plus. Je ne resterais pas vivre indéfiniment ici. Ma sœur était plus âgée que moi. Nous fêtions curieusement notre anniversaire le même jour. J'allais bientôt avoir 17 ans. Et elle allait atteindre l'âge de la majorité. Ce qui voulait dire que nous serions appelés cette année. Plus de classement, plus de tests médicaux, plus que 3 mois. 3 mois nous étaient accordés pour tenter d'éliminer notre sistra. La survivante aurait le droit de vivre et de rentrer à la maison. L'autre serait quand même libérée, bien que d'une autre façon. Je voulais être la survivante. Je devais pour cela libérer Kali. Chapitre 3. Kali. La surpopulation mondiale. Voilà l'excuse donnée pour justifier la création de la loi Sistra. Voilà ce pourquoi nous nous massacrions entre membres d'une même famille depuis des dizaines d'années. La surpopulation mondiale. Je me répétais ce mot tous les jours depuis un cours en particulier. Cela faisait déjà plusieurs mois que j'étais arrivée à l'Institut E. Je ne savais pas à quoi correspondait cette lettre lorsqu'on nous avait expliqué la raison de notre présence en ces lieux. À l'époque, je vivais dans un bâtiment à part avec de nombreux enfants de mon âge. L'édifice que l'on nommait la crèche était grand, blanc et il suintait l'humidité. À l'intérieur, les adultes avaient tout mis en œuvre pour que nous nous sentions comme à la maison. Laissez-moi rire. Ils avaient peint des murs en rose pour les filles, d'autres en bleu pour les garçons. Quelques peluches trouées et sales traînaient par-ci par-là. Nous disposions de jeux de société et d'une salle rien qu'à nous, où nous pouvions nous défouler et faire ce qui nous plaisait dans la limite du raisonnable. En revanche, on ne nous laissait plus voir de dessins animés à la télévision. Je ne pouvais plus sucer mon pouce et surtout, je ne pouvais pas parler de ma famille. À personne. C'était fini. Le jour où j'entendis le mot surpopulation pour la première fois, il s'était mis à neiger en plein mois de juillet. Dehors, le paysage était blanc. Des cristaux magnifiques couvraient les fenêtres de notre bâtiment. J'étais occupée à les regarder tomber car je savais que ce n'était pas normal en été. J'avais failli louper le monologue de notre professeur qui expliquait comment les humains du passé avaient gâché leur vie et la nôtre par la même occasion. En 2050, la population mondiale était de 10 milliards. 10 milliards d'habitants. Je ne m'étais pas rendu compte de ce que représentait ce nombre. J'étais trop jeune. Celui des espèces animales, lui, avait considérablement diminué. Il n'en restait plus que 4 millions, toutes catégories confondues. Ces estimations alarmantes avaient annoncé au même moment la disparition complète des glaciers qui avaient, pour la plupart, sombré sous la surface de la Terre, faisant ainsi remonter le niveau des eaux.
Des îles et les côtes furent entièrement recouvertes, ce qui réduisit la superficie habitable pour l'homme. Des vagues de chaleur avaient poussé les températures vers des records jamais atteints. À cette époque-là, les catastrophes climatiques décimaient les récoltes et des pays entiers. L'Amazonie était en feu. Les mers remplies de plastique. La pêche et la chasse furent interdites. Les poissons n'étaient plus consommables. Quant au gibier, il devenait introuvable. Mais le pire, pour nos capitalistes, fut le choc pétrolier. La planète épuisait ses ressources et nous ne vivions plus qu'à crédit. Nous la tuions. L'alarme avait sonné. Cela avait provoqué des crises économiques, puis politiques, mondiales, une vraie descente aux enfers. Paris, New York, Tokyo, Berlin, les bourses avaient dangereusement chuté. Les plus riches entreprises avaient fait faillite, tandis que le développement technologique fut abandonné au profit du développement urgent de l'agriculture et de l'élevage. Les humains étaient beaucoup trop stupides et nombreux. Ils détruisaient tout sur leur passage. Il fallait procéder à une élimination intelligente. Chaque continent choisit sa propre solution. Voilà pourquoi la politique de l'enfant unique était apparue en Europe, bien que l'Asie fût plus avancée à ce sujet depuis de nombreuses décennies déjà. La loi Sistra. Le terme Sistra provenait des pays nordiques. Dans les années 2030, la surpopulation était déjà d'actualité, en particulier dans le nord du continent qui voyait affluer son nombre de naissances, mais surtout celui des immigrants à l'aide de son système d'asile établi de longue date. Pendant de nombreuses années, aucune mesure décisive ne fut prise pour freiner la croissance démographique. En 2052, les frontières de chaque continent ont été fermées, mais cela n'avait pas suffi. Ainsi, en 2064, l'impact climatique, la détérioration de la flore et de la faune ainsi que la pénurie d'eau eut raison du gouvernement suédois qui convoqua les représentants des États membres au siège du Parlement européen. Cette réunion donna suite au sommet mondial Surplus, pendant lequel une loi demeurée sans nom fut votée. Pour l'appliquer le plus rapidement possible, le roi de Suède avait pris les choses en main. Lors d'un discours retransmis sur le plus grand réseau mondial de télévision, il avait fait tuer sa sœur aînée devant des millions de téléspectateurs afin de montrer l'exemple. Cela avait suscité de vives réactions de la part du public, et plus particulièrement du peuple suédois qui, pour lui rendre hommage, avait manifesté dans les rues de Stockholm en scandant une seule phrase pendant des semaines. « Rör inte våra systar » ne touchez pas à nos sœurs. Le mot « sistar » devint le symbole de cette sombre période de notre histoire et la loi fut baptisée Sistra. Selon les scientifiques, aujourd'hui nous avions baissé le premier chiffre faramineux de 2 milliards en 49 ans. Cela voulait dire 2 milliards de meurtres sur toute la planète. La quantité d'animaux avait légèrement augmenté et resté stable depuis. Leur méthode avait démontré son efficacité. Une fois tous les 5 ans, les gouvernements de chaque pays organisaient des sommets mondiaux. Le plus récent datait de 3 ans. Les politiciens se congratulaient entre eux, leurs lois fonctionnaient et la France était classée parmi les nations qui avaient le plus réduit leur nombre d'habitants. Ils auraient pu limiter la surpopulation avec des interventions médicales, une méthode plus douce selon moi, mais cela n'avait même pas été envisagé. Les hautes sphères devaient avoir un goût prononcé pour les bains de sang. Et notre président avait reçu une médaille d'honneur pour avoir tué son propre peuple. Je m'étais demandé comment il pouvait vivre en paix avec autant de meurtres sur la conscience, mais sur les continents voisins, ce n'était pas mieux. En Amérique, des purges humaines étaient célébrées chaque mois selon la quantité de points obtenus par leurs habitants. Suite à l'abandon de l'aide humanitaire, de nombreuses maladies avaient vu le jour en Afrique et emporté 50% de la population. En Asie, les anciens se sacrifiaient. Une fois qu'ils dépassaient l'âge de 60 ans, ils se suicidaient pour laisser la place aux générations suivantes. Enfin, on ignorait les mesures prises par l'Océanie et je préférais ne pas savoir ce qu'ils faisaient là-bas. L'arrivée des deux nouveaux causa du bruit pendant plusieurs jours. La petite était déjà passée aux oubliettes. Je l'avais vue à quelques reprises dans la cour. Elle s'était liée d'amitié avec des filles de son âge et semblait s'intégrer à merveille. Le jeune homme de l'Institut F, lui, intéressait beaucoup trop de monde.
De nombreux élèves, surtout les filles, le suivaient dans les couloirs ou chuchotaient sur son passage. Il était séduisant. J'en déduisis que c'était la principale raison de sa popularité. Cependant, de curieuses rumeurs commencèrent à circuler un peu partout, et ce dès les premiers jours. On racontait de son frère et de lui qu'ils étaient importants, peut-être les fils d'un politicien. D'autres prétendaient que ses parents auraient payé une fortune pour qu'on le change d'établissement, car sa condition physique était si mauvaise qu'ils avaient eu peur pour sa survie. Il se disait également qu'il était le fils préféré et qu'en recevant les enseignements des deux institutions, ses riches parents le favorisaient lui plutôt que son sistra. C'était plausible. Les élèves les plus curieux se demandaient qui était son frère. La règle impliquait que si un enfant changeait d'établissement, son aîné ou son cadet le devait également. Il ne pouvait demeurer et vivre dans le même institut. Personne n'avait pourtant remarqué de départ d'ici. Je m'attardais rarement sur ces commérages. Après tout, j'avais mes propres soucis en tête. Le froid de l'après-midi contrastait avec la chaleur du matin. Des nuages noirs nous menaçaient depuis les hauteurs. Je poussai un soupir qui embua la vitre devant laquelle je m'étais arrêtée. La pluie était leur prétexte pour nous garder enfermés. Même les fenêtres étaient condamnées sous prétexte du risque d'inondation. Les conditions climatiques étaient devenues de plus en plus violentes à cause du réchauffement de la Terre. Ils prenaient leurs précautions. S'ils nous privaient d'air frais, cela serait chaotique. De nombreuses disputes naissaient lorsque nous restions trop longtemps prisonniers de cette cage. L'Institut était comme une forteresse de pierres et de briques qui gardait précieusement les enfants du pays avant de les envoyer se faire massacrer par leur propre famille. Mes pensées devenaient de plus en plus sombres. Je sursautais pour un rien, je me renfermais sur moi-même, la couleur rouge me rappelait sans cesse celle du sang. Je n'aimais plus les roses qui poussaient dans les jardinières. Les adultes en avaient accroché aux fenêtres pour que cela fasse joli. Joli. Il n'y avait rien de beau ici. Je fis mine de quitter le couloir quand un jeune homme atterrit à mes pieds. Il leva le visage vers moi, hébété. Je fus d'autant plus surprise que lui et le reconnus rapidement. Il était dans la classe d'Andrew et s'appelait Sam. Par réflexe, je reculai de quelques mètres. Les adultes n'avaient même pas eu le temps de tout barricader. Les disputes commençaient déjà. Sam se releva d'un bond. Il n'était plus du tout étonné mais furieux. Son adversaire l'attendait juste devant nous. Lui, en revanche, un géant imposant et corpulent, je ne le connaissais pas, mais je l'avais croisé plusieurs fois à la cafétéria. Il était bien plus grand que Sam, qui était le cliché du premier de la classe. Lunettes rondes, nœuds papillons, bretelles. N'importe qui aurait pu le clouer au sol d'un seul coup de poing. « Pousse-toi » m'ordonna Sam. « Ne reste pas là, il est capable de s'en prendre à toi. » Des élèves nous encerclèrent rapidement, comme si nous étions un phénomène de foire. Je ne pus reculer et me retrouver dos au mur. Tout autour de moi, les étudiants attendaient qu'il se passe quelque chose. Seule une fille, assez chétive, osa crier. « On n'a pas le droit de se battre. Les adultes vont arriver. » « La ferme !» beugla le géant. « Calme-toi, Matt !» lui lança quelqu'un dans la foule. « Tu fous la trouille à tout le monde, là. Sam n'a pas fait exprès de te rentrer dedans. » Matt hurla de plus belle. « J'en ai rien à foutre. J'ai besoin de me défouler. » Alors pourquoi tu ne t'en prends pas à quelqu'un de ta taille ? S'enquit une voix douce et moqueuse à la fois. Qui a dit ça ? S'époumonna le géant hors de lui. Montre-toi, espèce de vermine ! Moi. Mon regard fut attiré par un mouvement sur ma gauche. Je réprimai une exclamation de surprise en voyant le nouveau s'avancer. Si j'étais à la place du mastodonte avide de combat, je prendrais mes jambes à mon cou. Le jeune du F était aussi grand que Matt, sauf que son uniforme ne cachait pas que du tissu et de l'embonpoint, mais des muscles bien visibles et habitués à l'entraînement. Et un homme athlétique était un homme fort, ici. Pas besoin d'être une lumière pour le savoir. « Qu'est-ce que tu me veux, le nouveau ?» cracha le géant. « Mêle-toi de tes oignons. Tu crois que tu me fais peur parce que tu viens du F, hein ? Ne me fais pas rire. » Son interlocuteur avança de quelques pas en avant, lentement, sûrement. Son regard noir, ténébreux et froid n'exprimait plus aucune ironie. Cela me déstabilisa complètement. L'image était magnifique, tel un félin prêt à se jeter sur sa proie. « Pourtant tu devrais avoir peur », souffla-t-il d'une voix caressante.
Le cercle d'élèves devenait de plus en plus grand. La rumeur d'un combat avait attiré du monde. Je reculais contre le mur. Je ne souhaitais pas me retrouver au beau milieu d'une bagarre. Je n'avais rien fait. De plus, quelque chose m'invitait à m'éloigner de cet endroit. L'aura du nouveau était impressionnante. La puissance qu'elle dégageait aurait dû effrayer son rival qui s'écria, furieux. « Quoi ? Tu vas défendre Sam ? Tu veux te battre à sa place ? Hein, le nouveau ? Oh, tu me réponds ?» Un sourire malicieux étira les lèvres du jeune homme du F. Il se moquait éperdument de la situation. Il avait dû combattre contre des opposants beaucoup plus forts et sérieux que Matt, qui ne réalisait pas combien tout ceci était dangereux. Il oubliait l'interdiction de se battre. Cela pouvait être considéré comme du sport, un entraînement. Nous n'avions le droit de nous exercer à aucune activité physique. Certains élèves avaient été envoyés dans les arènes lorsqu'ils avaient été pris en train de jouer à une sorte de divertissement appelé le basket-ball. Ils s'étaient bien amusés sur le moment, mais ce jeu inoffensif avait précipité leur mort. Aucun élève de l'Institut E n'avait survécu aux arènes. Cependant, Matt était beaucoup trop aveuglé par la fureur. Il s'élança en hurlant comme un possédé sur le nouveau. Son cri n'avait rien d'humain. Son opposant se déplaça sur sa gauche et évita les poings chargés de la rage du géant qui tremblait de tout son corps. Sam se colla contre moi, la peur au ventre. Je ne savais pas qu'il était responsable de l'état second de Matt, mais en tout cas, ce dernier l'avait complètement oublié. Sa proie était devenue plus importante. S'il battait un élève venant de l'Institut F devant tout le monde, il serait respecté, adulé. Personne n'oserait cafeter aux adultes et tout finirait bien. Matt se rua sur le nouveau. 1 fois, 2 fois et réitéra son geste. Ce dernier ne le frappa même pas. Il ne lui rendait pas ses coups, il les évitait, tout simplement, comme s'il ne souhaitait pas prendre le risque de se battre entre ses murs. Ce garçon était impressionnant. Il agissait d'un air naturel, détaché, comme moi lorsque je parlais de la pluie et du beau temps avec Andrew. Je ne pus retrouver celui-ci dans la foule qui s'était formée tout autour des 2 jeunes hommes, mais je ne doutais pas de sa présence. « Tu fous quoi ?» s'écria Matt. « Tu m'évites ? C'est ce qu'on t'apprend là-bas ? Courir et fuir comme une gonzesse ?» Le commentaire fut mal perçu par la jante féminine qui le siffla de colère. Son rival pencha la tête sur le côté. Il avait glissé ses mains dans ses poches. « Là-bas, comme tu dis, on nous apprend à se faire des alliés lorsque l'on en a le plus besoin, ce qui n'a pas l'air d'être ton... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Matt se lança sur lui. Le cercle étant réduit, les 2 hommes se cognèrent l'un contre l'autre. Le contact était inévitable. Le colosse avait remarqué que son adversaire était privé de ses mains. Aussi avait-il tenté d'en tirer avantage. Le nouveau se laissa plaquer contre le même mur que moi. « Tu fais moins le malin, là !» hurla Matt. « Tu as eu ta dose ?» Il semblait prendre du plaisir. De nombreux élèves le regardaient, horrifiés comme s'il avait perdu la tête. « Pas encore !» nia le jeune du F, provoquant la colère du géant qui tenta de le frapper au visage. Plusieurs personnes présentes retinrent un cri, mais le nouvel arrivant avait tout prévu. Il se baissa au dernier moment, et l'énorme poing de Matt s'écrasa violemment contre le mur, laissant une marque bien visible. Le mastodonte hurla et se courba en 2, sous le regard moqueur de son opposant qui se détacha de la paroi d'un air nonchalant. « Tu as eu ta dose ?» demanda-t-il en imitant la voix bourrue de Matt. Des larmes de colère brillèrent dans les yeux du concerné. J'en vins à éprouver de la peine pour lui et de l'admiration pour ce parfait inconnu. « La prochaine fois, laisse tes compagnons tranquilles, » marmonna le jeune homme, « ou tu auras encore affaire à moi. » Le ton n'était même pas menaçant. J'admirais son calme, la façon avec laquelle il se déplaçait. Il était fort, puissant, imbattable. Je me surpris à vouloir l'être aussi. La boule au ventre, je réalisais que ma sistra devait être aussi redoutable que lui, ou peut-être plus, et l'envie de vomir me prit soudainement. Je dus traverser le cercle à toute vitesse afin d'atteindre les toilettes les plus proches. La foule me rendait malade d'habitude. Cette fois, la raison était tout autre. Je ne voulais pas vieillir. Je ne souhaitais surtout pas mourir.
L'image de ma sœur, jouant avec moi sans éprouver la moindre pitié comme le nouveau avec Matt, me parvint brusquement. Je la voyais sourire tandis qu'elle s'attaquait à moi, me tuer à petit feu. Je l'en savais capable. La haine qu'elle ressentait à mon égard devait être immense. Une fois dans les toilettes, je fus de nouveau prise de nausées. L'air me manquait et mes poumons se contractaient. Soudain, l'envie de vomir devint irrépressible. Je calai ma tête contre la surface froide d'un miroir et laissai mon déjeuner sortir au-dessus d'un lavabo. Le goût de bile acide me dégoûta davantage que l'action en elle-même. Je crachai à de nombreuses reprises. Heureusement, j'étais seule. Pour l'instant. De l'autre côté de la porte, les couloirs étaient bruyants. Je craignais que quelqu'un ne rentre à n'importe quel moment, mais la pièce demeura vide le temps de me rincer la bouche. Je ne voulais pas me familiariser avec ce genre de réaction, mais je ne devais pas me voiler la face. Ces élans de panique allaient être de plus en plus nombreux au fil des jours. Je ne pouvais me cacher indéfiniment de tous les élèves de l'institut. Cela finirait par se savoir, et je ne souhaitais pas prendre rendez-vous chez le psychologue de l'établissement. Andrew me le conseillerait. Tout le monde me le recommanderait. Mais je ne le voulais pas. Cet homme me mettait mal à l'aise. Il était vieux, repoussant et sentait le tabac à plein nez. Il me dirait que ce que je ressentais était normal, logique. La peur de mourir. Voyons, Callie, tu ne devrais pas t'inquiéter. Étudie et tout se passera bien pour toi. C'est la seule chose que je peux te conseiller. Tiens, prends un calmant. Cela t'aidera à dormir cette nuit. Je connaissais ces paroles par cœur. Toutes ces séances se terminaient par l'administration d'un sédatif. Le lendemain, celui-ci ne faisait déjà plus effet et toutes les angoisses revenaient une à une. Je me demandais à cet instant si quelqu'un ici, ou bien avant mon arrivée, avait songé au suicide. Je ne l'envisageais pas. Je me posais simplement la question. Chapitre 4. Kaya. L'infirmière tapait comme une forcenée sur le clavier d'un objet que les adultes appelaient ordinateur. Elle s'arrêtait de temps en temps, me dévisageait pour vérifier que j'étais encore là, puis elle retournait à ses occupations. Son regard était vide, dénué de sympathie. Elle ne m'avait pas adressé un mot, je la soupçonnais de ne pas m'aimer. Je devais avoir 6 ans. Cela faisait 5 ans que j'étais à l'Institut F. Déjà, à cet âge-là, on nous entraînait comme de véritables petits soldats. J'avais eu des bleus et plusieurs fractures tout au long de l'année. Chaque mois, ils nous examinaient sous toutes les coutures, car il ne fallait pas trop nous abîmer. Quand le médecin m'avait demandé si ma prise de sang m'avait fait mal, je lui avais ri au nez. Assise sur une chaise, je balançais mes pieds dans le vide. Je ne touchais pas par terre. J'étais petite. « Est-ce que nous avons fini ?» manquis-je au bout de plusieurs longues minutes d'attente. J'étais impatiente de sortir de là. Les pièces trop blanches et parfaites m'incommodaient. Je ne trouvais pas cela normal. Les salles de combat avaient toujours des taches de sang ou des coups témoignant de la violence que l'on affrontait tous les jours. Ça, c'était normal. Non, se contenta de dire la femme. Je fis une moue boudeuse car je ne m'amusais pas du tout. Mes yeux se mirent en quête de distraction. Dans la salle d'attente, il n'y avait pas grand-chose. Une horloge qui produisait un tic-tac énervant, une plante verte, puis le bureau de l'infirmière. Elle tapait sur les touches de son ordinateur. Posé près d'elle, il y avait un objet que je ne connaissais pas. Cela m'intrigua fortement. J'étais curieuse à l'époque, et je voulais absolument savoir ce que c'était. « Puis-je vous poser une question ?» avais-je demandé d'une voix douce. Les adultes aimaient quand je jouais à la petite fille innocente et polie. Cela lui était égal, à l'infirmière. Cependant, elle acquiesça quand même. Je m'empressai de l'interroger. « C'est quoi ça ?» Elle dut lever les yeux de son écran pour suivre mon doigt du regard, celui qui n'avait pas été fracturé. Pas encore. Elle rougit instantanément quand je lui montrai ce qui m'avait intéressée. « C'est un livre », avait-elle répliqué, presque en crachant ses mots. « Vous, les enfants, vous n'en avez pas besoin, ils sont interdits. Tu comprends ?»« Oui. » Ma réponse sembla la rassurer. Elle retourna à son ordinateur tandis que je balançais mes jambes énergiquement. Je voulais un livre. « Je crois qu'ils ont échangé Jarek contre un E l'autre jour. Les gardiens l'ont emmené. Tu n'as rien entendu sur le sujet ? » « Non, rien du tout. Et toi ?
Je sais juste qu'ils ont isolé le nouveau à son arrivée afin de lui faire une formation intensive, mais je pense qu'il n'aura pas le temps d'apprendre quoi que ce soit avant l'appel. Jarek doit approcher la majorité, et au pire, je m'en fiche, je ne l'aimais pas vraiment. Mais il était très agréable à la vue, pas vrai ? Des rires fusèrent tout autour de moi tandis que je brossais mes cheveux. Je haïssais les commérages, de bon matin, dans la salle de bain commune. La toilette de 6 heures du matin était le moment que toutes les filles de l'Institut F préféraient. Non seulement elles se pomponnaient, se parfumaient et se coiffaient entre elles, mais elles échangeaient aussi des ragots sans importance. En parlant de beaux gosses, Neil m'a dit bonjour tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Si, il est passé à côté de moi. Qu'est-ce qu'il sentait bon. Tu aurais dû tenter ta chance. Nouveau rire, cela était insupportable. J'abandonnais l'idée de me faire une tresse et nouer mes cheveux n'importe comment pour sortir de cette pièce au miroir fissuré et aux murs tagués de cœurs et de prénoms masculins. Comme si nous avions le temps de songer à ça. Les jours s'écoulaient. Cela me rendait nerveuse. Je ne l'avais jamais été auparavant et faisais tout mon possible pour que cela ne se voie pas sur mon visage. Ces émotions ne m'étaient pas familières et me donnaient mal au ventre. Mais au moins, je gardais un minimum mon sang-froid, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Depuis mon arrivée, 5 élèves avaient perdu leurs moyens l'année de leur appel. 2 suicides. 3 évacuations en urgence, dont on n'avait plus revu les responsables. Cela faisait honte à notre établissement. On formait notre mental entre ces murs. Nous n'étions pas censés stresser, nous inquiéter ou nous attrister. Ceux qui le faisaient étaient considérés comme des faibles, des lâches, des éléments qui n'avaient rien à faire ici, des eux. Je secouai la tête afin de chasser toutes ces idées noires et fis l'impasse sur le petit déjeuner. Le premier dimanche du mois annonçait un jour de repos. La plupart des élèves profitaient de ces rares moments pour se prélasser dans une salle commune, pour échanger des secrets, des rumeurs, ou bien pour faire des choses pas très catholiques dans les dortoirs. Ces distractions étaient superflues. Nous ne gagnions rien avec cela. Moi, je tirais parti de leur absence dans les salles de cours pour remporter mes 4 points quotidiens. L'institut était souvent vide ce jour-là. Cela me plaisait. Dans les couloirs, je n'entendais que le bruit de mes semelles et celui de ma respiration. Pas de cris, de rires, de bavardages inutiles. Juste moi et mon envie de me battre. Je montais un étage et quittais les dortoirs poussiéreux et humides. Ici, les fenêtres avaient été fermées. Cela annonçait des jours de neige et de pluie. L'hiver était arrivé à grands pas. C'était la saison que je préférais. Nos professeurs nous faisaient souvent courir dans la neige pour tester notre résistance et notre tolérance au froid. La pluie ne me brouillait même plus la vue. Cela avait été dur au début, mais à présent, je remerciais ces années d'entraînement intense. Je passais devant plusieurs pistes et salles de combat intérieures. Elles étaient toutes vides. D'habitude, on y voyait toujours des élèves en déplacement, faisant la course ou se battant sans ménagement. Les stands de tir étaient également abandonnés. Cela était extrêmement rare car le loisir préféré des étudiants de l'Institut F était de braquer une arme sur une cible, viser puis tirer. Je parcourus l'endroit, examinant cette vaste pièce aux murs constellés de miroirs et de cibles fixes comme mouvantes. Aujourd'hui, elle était lumineuse et calme. Sur le sol, un épais tapis en mousse permettait d'amortir les chutes. Il y en avait dans chaque salle de combat. Des piles d'armes et de casques de protection traînaient un peu partout. Je pris mes repères en quelques secondes. Seulement, un bruit continu, qui ne m'était pas étranger, me fit froncer les sourcils. Un souffle. J'étais venue m'entraîner car je ne dominais pas encore le lancer de couteau avec ma main gauche. Je ne souhaitais pas le faire en présence d'un inconnu qui irait répéter à tout le monde que la 2e du classement ne savait pas viser une cible avec un poignard. Je me déplaçais lentement, sans bruit. Des colonnes géantes m'empêchaient d'être vue. Le coupable était là. Il s'acharnait sur des silhouettes en tissu qui se trouvaient à une bonne dizaine de mètres de sa position. Neil Morel, le premier du classement. Il avait revêtu un pantalon noir de style militaire aux nombreuses poches, ainsi qu'un débardeur qui laissait autant voir ses muscles que les cicatrices sur ses omoplates, devenues blanches avec le temps. Cela ne m'impressionnait que très peu. J'en possédais aussi. Nous en possédions tous. Je l'observais de loin. Je n'appréciais pas sa présence ici.
Il bougeait rapidement, faisait habilement tourner le couteau dans ses mains. Ses bras, tendus et musclés, étaient prêts à lancer le projectile. Son tir fut d'une précision accablante et il enchaîna rapidement avec un deuxième. Il dansait sur un pied puis sur l'autre pour se mettre en situation. Le couteau à la main, il étudiait son opposant imaginaire avec beaucoup de sérieux et d'implication. Lorsqu'il tira, la lame argentée qu'il tenait s'envola pour se clouer dans la tête de sa cible. Tout le monde savait que Neil Morel avait un frère cadet. À cet instant, je ne voulais pas être à la place de ce dernier. Il n'avait quasiment aucune chance de le battre. Monsieur le premier du classement était bien trop fort. Son appel ne durerait même pas un jour, quelques heures tout au plus. Comme doté d'un sixième sens, Neil se retourna vers moi avant de lancer un autre couteau sans même regarder. Celui-ci se logea dans la poitrine d'un mannequin plus éloigné et plus petit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.